Okay, thank you. Thank you very much. I would like to thank the Pontifical Academy of Science, the Chancellor, and of course, Professor Yves Coppens for invitation to share such amazing discussion. So thank you very much. I'm so sorry for the English audience and participants, but I will speak in French because to speak about language is for me more comfortable in my own native language. But my slides are in English, and I hope that during discussion we will share some ideas. I will present the state of art of this question, a complex question, on behalf of some of my colleagues, such as Dominique Rimau-Hervé or Louis-Jean Boët. So it's a high responsibility for me, surtout parce que le langage, nous l'avons vu ensemble, est une question qui nous intéresse tous et qui est une question évidemment clé pour l'évolution humaine. Je rappelle ici les propos de Monseigneur Sorondo dans son article qui nous indique que saint Thomas considère cette capacité, ou considère que l'homme est doué de cette capacité, que l'homme est cette homo loquens dès l'origine, et que c'est cette habileté qui le distingue des autres animaux. Alors, c'est un enjeu donc important que de considérer le langage par rapport à cette singularité qu'il apporterait aux hommes. Et ça a vraiment imprégné tous les esprits très tôt, en tout cas en Europe occidentale. Et on le voit par exemple dans les écrits de Ernst Haeckel en 1868, où avant toute découverte de fossiles, notamment en Asie, découverte qui va arriver assez vite avec les fossiles trouvés à Java par Eugène Dubois, propose un nom pour ces fossiles qu'il considère comme étant des êtres à mi-chemin entre l'homme et le singe, donc un Pithecanthropus, mais surtout un Pithecanthropus qui serait alalus, c'est-à-dire au contraire qui serait donc privé de cette capacité au langage. Donc on est bien là sur un enjeu majeur puisque il s'agit d'une faculté qui nous définirait, en tout cas c'est comme ça qu'on la conçoit depuis très longtemps. Alors, je remercie à nouveau Monseigneur Sorondo parce que dans son article, il explique la situation pour les paléoanthropologues. Nous sommes particulièrement démunis pour évoquer ce sujet du langage. Parce que justement, ce langage qui fait part des expériences de la pensée, de la conscience, qui permet donc cette transmission, s'il n'est pas écrit, il va subir la corruption du temps et il ne se fossilise pas et donc il va tomber dans l'oubli. Donc voilà l'enjeu pour les paléanthropologues, c'est finalement de rendre tangible ce qui ne l'est pas, et donc vous verrez que bien évidemment l'approche que l'on peut avoir sur le langage ne peut être qu'une approche très indirecte, même si elle nous donne déjà quelques informations. Peut-être déjà une définition sur ce qu'on appelle le langage articulé, qui est un terme qui provient plutôt de la linguistique. Le langage articulé, c'est le fait d'émettre des phonèmes qui vont correspondre à des morphèmes et qui, par une combinaison donc de mots et de phrases, vont donner du sens. C'est donc ce langage, je ne dirais pas forcément articulé dans le reste de ma présentation, mais c'est ce langage type Homo sapiens, en tout cas notre langage que nous cherchons à décrire. Évidemment, c'est extrêmement puissant comme capacité, ça nous permet aujourd'hui même de nous exprimer, de partager nos idées, ça nous permet surtout un accès à l'abstraction,
à l'évocation de ce qui n'est pas présent, donc c'est le pouvoir de rendre présent ce qui ne l'est pas. Il a été décrit, ce langage, par de nombreux spécialistes. Là, je me réfère à l'article de Hauser et collaborateurs en 2002, par exemple, avec cette capacité récursive, c'est-à-dire la capacité de produire une infinité de combinaisons, mais à partir finalement de ces éléments finis. Donc, c'est évidemment un potentiel qui est absolument impressionnant. Et juste pour donner aussi une idée de cette performance finalement que constitue le langage, on peut s'exprimer jusqu'à 200 mots par minute. Alors, vous voyez qu'évidemment, le langage va être au cœur d'investigations et d'approches qui sont extrêmement variées, et ça dépend finalement un petit peu de là où on se place dans ces différents niveaux de décryptage des capacités au langage. Et finalement, nous, aujourd'hui, nous allons nous placer à la base, c'est-à-dire que nous allons parler surtout d'anatomie, en essayant finalement non pas d'atteindre et d'essayer de cerner les capacités au langage type Homo sapiens, mais au moins d'essayer de cerner les capacités de ce qu'on pourrait appeler la parole, donc speech en anglais étant différent de language, donc les capacités à la parole. Alors, bien évidemment, d'un point de vue anatomique, la capacité au langage fait appel à de nombreux organes, à de nombreuses structures osseuses, à des tissus mous qui finalement vont considérer l'ensemble du corps humain qui est impliqué dans cette capacité au langage. J'ai rappelé le cerveau en bas à droite de cette image. Nous y reviendrons, bien sûr. Évidemment, les poumons qui vont fonctionner comme une espèce de soufflerie essentielle aussi à cette capacité à produire des sons. Et puis ensuite, dans les structures osseuses que vous observez, bien évidemment le palais ici, donc le maxillaire, la mandibule, l'os hyoïde, qui sont des éléments d'attache musculaire de cette langue qui compte de très nombreux muscles qui ont une forme d'indépendance chacun. Justement, donc ces tissus mous s'attachent sur ces structures osseuses et finalement vont faire varier la langue par la position qu'elle prend dans la bouche, va faire varier la forme de ce que l'on appelle le conduit vocal. Et c'est donc dans ce conduit vocal, par l'intermédiaire ici des plis vocaux, que l'air va passer et va être finalement filtré le long de cette partie donc pharyngienne et de cette partie orale. L'air va être filtré en fonction de la position de la langue et surtout aussi de la position des lèvres. Eh bien, les sons vont être modulés. Alors, voilà un petit peu le principe de cette source que sont donc, qui se situe au niveau des plis vocaux et qui, par ce passage de l'air, va former ce qu'on appelle déjà une fondamentale, c'est-à-dire une fréquence de base, qui va ensuite, en circulant, donc cet air en circulant dans le tractus vocal, va être filtré par les déformations de la langue et des lèvres et former ce qu'on appelle des formants, c'est-à-dire des pics dans ce spectre vocal. Vous voyez bien, quand on forme un I, la position, le point de compression de la langue n'est pas au même endroit que quand on forme un A. On est d'ailleurs pour le A obligé d'ouvrir légèrement les lèvres, alors que pour le U, on est obligé justement de bien fermer de fermer en partie les lèvres, et le point de compression est à un endroit un petit peu différent. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à établir en fait une espèce de corrélation entre la forme de ce tractus vocal
et les vocalisations qui sont produites, et notamment donc les voyelles de base qui peuvent être prononcées. Donc c'est retranscrit ici sur justement la forme de ce tractus vocal et les résonances acoustiques, les formants qui sont ici enregistrés dans les spectres et qui correspondent donc à la forme de ce tractus vocal. Voilà, il me semblait important de rappeler de faire ces rappels anatomiques parce que, évidemment, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que l'homme a cette capacité au langage qui semble, à première vue, lui être singulière. Alors, finalement, vous connaissez tous la théorie de la descente du langage qui est proposée par Philippe Lieberman dans les années 60-70 et qui est une théorie qui a très bien fonctionné parce que c'est une théorie qui finalement explique d'une façon mécanique et assez simple la grande différence entre l'homme et les primates non humains. Par justement ce qu'on a appelé la descente du larynx ici, la descente du larynx, puisqu'elle est en position basse, vous voyez, chez l'homme, chez un babouin, il est en position plus haute, et donc ça dégage évidemment un espace ici pour le pharynx vertical, un espace vertical qui est assez volumineux, et un espace aussi de la cavité orale ici, horizontale qui est également plus volumineux. Donc, c'est l'ensemble de cet espace que nous avons appelé donc tractus vocal précédemment qui se trouve en fait plus vaste et qui joue un rôle selon cette théorie de résonateur de ces sons qui permet justement la modulation de sons très variés. Et donc, on a ici un principe bien mécanique, anatomique, anatomo-mécanique, on va dire biomécanique ici, assez clair de cette position basse du larynx qui permet ces vocalisations variées. Finalement, et je crois que c'est un des points les plus saillants de la présentation de ce matin, c'est connu bien sûr de la majorité d'entre vous, mais je souhaitais revenir dessus. Finalement, nous avons dépassé cette proposition et des travaux récents par différents collègues, dont Louis-Jean Boët, avec lequel nous travaillons, ont clairement montré que finalement, les primates non humains pouvaient tout à fait avoir une capacité à prononcer des voyelles de base et donc avaient un spectre vocalique assez proche de celui de l'homme, alors que, vous le voyez, leur anatomie est très différente et alors que cette théorie biomécanique de la descente du larynx était tout à fait séduisante. Alors, comment nos collègues s'y sont pris? D'abord, il y a eu des travaux sur la croissance chez l'homme qui ont pu montrer que chez des enfants, enfin chez de jeunes enfants qui ont leur larynx en position haute, il n'est pas encore descendu, eh bien, ils ont la capacité à babiller, à prononcer des sons. Donc, on a pu décorréler finalement l'histoire de la position du larynx de la capacité à produire des sons, des vocalisations. Et puis ensuite, Louis-Jean Boët s'est intéressé à certains primates non humains qui sont ici, par exemple, les babouins, notamment les babouins que nous avons dans un centre à Roussé-sur-Arc, donc du CNRS en France, où ils vivent en semi-liberté et où il est possible, selon certaines conditions, de les étudier. Et donc, ils sont travaillés, l'équipe de Louis-Jean Boët a travaillé sur 1300 vocalisations qui ont été enregistrées. Et vous voyez qu'ils ont pu, à partir de ces enregistrements, définir l'espace vocalique de
de ces babouins et montrer que cet espace vocalique, tel que vous le voyez représenté ici, eh bien, est très proche, recouvre finalement celui que l'on peut enregistrer chez des enfants qui sont anglophones, anglophones. Et donc, finalement, on a tout à fait le même spectre vocalique, bien que la position du larynx chez ces babouins soit du coup en position haute. Alors, cela ouvre des horizons parce que finalement, le paradigme de Philippe Lieberman est dépassé et donc nous permet d'entrevoir que ces primates non humains ont des capacités, alors bien évidemment pas tout à fait équivalentes à celles des humains actuels, mais ont des capacités aux vocalisations et donc étant donné qu'avec ces différents primates non humains que vous voyez sur cet arbre, nous avons des ancêtres communs, cela peut être une voie privilégiée pour essayer justement de cerner finalement la capacité aux vocalisations chez nos ancêtres communs, illustrer aussi une forme de diversité de cette capacité au langage, et puis essayer donc de remonter dans le temps, sachant que nous avons aussi certains fossiles pour certains de ces primates non humains qui peuvent donc nous donner une certaine profondeur de temps. Alors rapidement, la question qui se pose, puisque maintenant on peut justement remonter dans le temps, c'est celle de l'origine du langage. Est-ce que justement il s'agit d'une exaptation? C'est un concept qu'on a déjà utilisé hier et qui est tout à fait approprié peut-être pour le langage, puisque finalement le langage utilise des organes qui existent au départ pour d'autres fonctions vitales. Est-ce que justement l'émergence du langage se fait de façon soudaine ou est-ce qu'il faut voir une certaine évolution graduelle? Ce sont autant de questions que nous pouvons donc essayer d'aborder. Et nous avons constitué pour ça un groupe de travail qui est tout jeune, donc pour lequel je ne vais pas pouvoir vous présenter beaucoup de résultats aujourd'hui, mais qui cherche en fait à être sur une approche beaucoup plus directe, en partant directement du squelette de ces fossiles, de ces hominines, et en essayant de modéliser les tissus mous qui ne sont pas préservés sur le squelette par un système, vous voyez, de déformation ici en éléments finis, depuis un sujet de référence pour lequel on a un IRM et des données CT scan combinées et qui nous permettent donc ce sujet de référence de venir transférer, transformer, translater ce modèle de langue sur les individus fossiles de façon à essayer de générer ces tissus mous et notamment ici la langue qui ne s'est pas préservée en fonction donc de ces caractéristiques squelettiques de la cavité orale. Alors bien sûr, il nous faut estimer la robustesse de ces modélisations et c'est donc tout un travail que nous entreprenons avec justement une série de collaborateurs. C'est une approche très pluridisciplinaire qui implique beaucoup de champs différents et notamment des mathématiciens justement pour travailler sur les incertitudes de ces modèles. Alors rapidement, parce que le temps a filé, rapidement, je voulais bien sûr évoquer une autre façon d'aborder le langage, parce que finalement, on a dit tout à l'heure que si le paradigme de la descente du larynx est aujourd'hui dépassé, il nous faut quand même comprendre pourquoi ces primates non humains ne parlent pas de la même façon que nous, et n'ont pas développé tout à fait la même capacité. Et donc là, on se place très certainement au niveau du cerveau, c'est-à-dire au niveau finalement du système de contrôle des articulateurs de la parole.
Alors, vous le savez, en paléanthropologie, une des difficultés quand on parle du cerveau, c'est que celui-ci ne s'est pas non plus conservé, que finalement, nous avons des endocrânes qui sont donc des moulages de l'intérieur de la boîte crânienne, qui sont constitués par les empreintes laissées justement par le cerveau, mais qui est séparée de la boîte crânienne par cette couche de méninge, et du coup, les empreintes laissées par la pression du cerveau sur la face interne du crâne. Donc, ça n'est qu'une façon indirecte de lire, bien sûr, l'évolution de ces endocrânes, mais bien évidemment, qui reste très intéressante parce que, alors, on peut parler, on a dit, de la taille, hein, du volume endocrânien, regarder le développement des différents lobes, regarder le réseau méningé moyen, son développement, et donc, ça donne quand même des indications. Vous voyez, par exemple, que pour les zones qui sont liées au langage, comme le cap de Broca, on a un développement important ici chez Homo sapiens. On va aussi avoir un déploiement important du lobe pariétal chez les Homo sapiens et également du cervelet, pour vous montrer quelques différences importantes. Alors, on a parlé brillamment, Donald Johnson précédemment a évoqué cette grande tendance au cours de l'évolution d'un volume endocrânien plus important. Donc, on pourra revenir sur cette question. Et puis, je cite les travaux aussi de mes collègues Aurélien Mounier, récemment sur cette approche un peu cladistique de différents caractères morphologiques sur l'endocrâne qui sont liés justement à cette capacité au langage. Et on voit que finalement, même avant cette dichotomie entre Néandertal et Sapiens, on a certains caractères au cours de l'évolution liés au langage qui sont déjà en place chez des fossiles du Pléistocène moyen, par exemple. Donc, cela donnerait un argument en fait pour une évolution un petit peu graduelle sur cette ligne humaine à partir du demi-million d'années de cette capacité au langage. Voilà, donc en conclusion, vous l'avez compris, vous le saviez, il est impossible d'étudier directement le langage des hommes fossiles. C'est pour ça que étudier les primates non humains, c'est une alternative intéressante qui en plus nous amène dans une certaine profondeur du temps. Le fait qu'on ait changé donc de paradigme et qu'on considère maintenant que les primates non humains ont une capacité à vocalisation, ça nous ouvre la possibilité d'aller vers ces ancêtres communs et d'essayer de caractériser leur capacité au langage. L'étude du cerveau, bien que nous parlions en paléanthropologie uniquement d'endocrâne, est évidemment une approche intéressante pour questionner le langage, même si elle est un petit peu limitée comme on l'a vu. Mais d'une façon générale, alors c'est vrai que nous, dans le cadre de notre programme de recherche, on a proposé finalement une approche peut-être un petit peu plus directe en essayant de modéliser les tissus mous et en créant un modèle biomécanique que nous espérons pouvoir ensuite activer et qui serait strictement adapté à la morphologie osseuse de ces individus fossiles. Donc j'espère que ce programme est assez prometteur et nous verrons si nous obtenons des résultats intéressants. Mais dans tous les cas, il est clair qu'un mode de communication a bien évidemment existé parmi ces hominines du passé. Ils vivent en groupe, on l'a déjà dit, ils participent à des activités collectives. Et donc, il y a donc une nécessité à pouvoir communiquer qui est évidente. Et puis, ils nous ont laissé des preuves tangibles de leur capacité à produire et à innover et à transmettre au cours du temps, comme nous l'avons vu dans les brillants exposés de la journée d'hier, que ce soit sur la pratique des sépultures, la maîtrise du feu, le façonnage des outils ou bien encore les capacités à l'abstraction qui sont exprimées dans l'art pariétal ou dans tout élément mobilier qui serait lié à une certaine symbolique.
Voilà, je vous remercie pour votre attention.